Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine, comme chaque samedi, et au menu du trafic, des travaux, des réparations, du soin et des listes. Pour en parler, 2 responsables de parti et 2 experts pour les mettre en difficulté ou pas. Tout d'abord, Yvan Vandenberg du blog Bruxelles Futur. Bienvenue, Bonjour, Yvan. Et à ses côtés, Julie Foulon, experte en digital, créatrice de Girlic et qui fait plein de formations, notamment sur l'intelligence artificielle. Bienvenue, Julie. Bonjour. Alors, fusillade après fusillade, on n'arrête pas de parler de cette guerre des gangs qui touche plusieurs communes bruxelloises. La justice, la police, les communes, la région organisent la réplique. 3 bourgmestres de la zone Midi ont demandé ce vendredi que la police fédérale se charge pendant 3 mois de la prison, de Forêt nationale et du football pour se concentrer, eux, sur les trafics de drogue. Et il faut revoir certaines techniques policières aussi pour s'adapter aux nouvelles techniques criminelles. Et il faut toucher au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. C'est ce qu'a expliqué Ine Van Weimersch, la commissaire nationale à la lutte contre le trafic de drogue, au micro de Fabrice Grosfilet. C'était jeudi. Nous avons intégré ce qu'on appelle la logique de fonds drogue, où on va réinvestir 10 millions d'euros dans la lutte contre la criminalité organisée. Ça se fait aujourd'hui. Et j'ai demandé d'intégrer dans le prochain accord de gouvernement que ça soit pas uniquement une logique, mais qu'on va créer un fonds drogue où tous les biens confisqués des organisations criminelles soient réinvestis, ne pas uniquement dans la lutte contre la criminalité organisée, mais également dans la santé publique, par exemple. Alors, Yvan Vandenberg, est-ce que nous avons suffisamment d'armes pour lutter au niveau du pays, de la Belgique, contre cette criminalité très spécifique qu'est ce trafic de drogue? Mais moi, je voudrais commencer par dire quelque chose qui est les saisies à Anvers et aussi à Liège sont de plus en plus importantes, alors qu'ils contrôlent en gros qu'une dizaine de pourcents de conteneurs. On disait 2% des conteneurs au départ étaient... Donc ça veut dire aussi que ces bandes organisées savent que c'est par là qu'il faut faire rentrer la drogue. Donc il y a beaucoup plus de drogue qui rentre. Il y a donc aussi une plus grande concurrence et donc les prix ont baissé. Et la coke, qui était plutôt la drogue débranchée, aujourd'hui est devenue populaire et les jeunes qui s'en servent deal pour pouvoir se payer leur propre consommation. Donc il y a un phénomène nouveau, il y a une population nouvelle. Et évidemment, il y a la demande, mais il y a l'offre, on la connaît, mais il y a la demande. Faire baisser la demande, ça c'est notre... Empêcher que l'offre arrive, ça c'est au fédéral et aux douanes. Et faire baisser la demande, c'est... Ah oui, ça c'est, excusez-moi, l'éducation, la pauvreté et aussi les centres, il y en a un maintenant de centres, de salles où les gens peuvent s'injecter, non pas dans le métro, il y en a un, il en faudra au moins 3. Oui. Donc ça, c'est un travail pour Bruxelles. Il est prévu une deuxième, et il y en a aussi à Liège, par exemple. Oui, à Liège, on commence. C'est assez limite, ça fonctionne, mais c'est assez limite. Alors, et vous, Julie Foulon, sur un plan technologique, on dit souvent qu'on est toujours un peu à la traîne de ce que font les criminels, et que parfois la police se plaint qu'elle n'a pas tous les moyens de pouvoir poursuivre les criminels. Ah mais ils n'ont pas du tout les moyens. La police fédérale, la police judiciaire fédérale le dit tout le temps, quoi. Ils n'ont pas assez les moyens. Quand on sait que le trafic de drogue qui transite sur les territoires belges, c'est de 11 milliards de dollars, alors injecter 10 millions d'euros, je ne suis pas sûre que ça va faire changer quelque chose. Alors ce qui s'était passé aussi avec les téléphones cryptés, SKICC, ils avaient réussi un tour de force à crypter à décrypter justement ces téléphones. Ils se sont rendus compte de l'ampleur du trafic et surtout que ça passait justement par le port d'Anvers où finalement tout le monde est corrompu du début à la fin. Peut-être les politiques, on ne sait pas, mais en tout cas la Belgique c'est une vraie passoire. Mais de toute manière, il va falloir injecter des moyens et sérieux et arrêter de courir les plateaux télé en disant on va faire des choses, on va mettre de l'argent. En tout cas, c'est clair que la police judiciaire a besoin de moyens. Ça, c'est certain. Légalement aussi, vous dites très bien, on a réussi à décrypter SkyCC, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de décrypter WhatsApp. Oui, voilà. On se tire une balle dans le pied, comme d'habitude. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent les politiques qu'on a invités. Ils sont dans la direction de leurs partis respectifs. L'une est une jeune vice-présidente d'un jeune parti issu d'une ancienne tradition. L'autre a vu son poste de vice-président se muer en directeur politique au sein d'un parti d'une ancienne tradition également.
mais qui a le vent en poupe pour l'instant. L'une est députée bruxelloise née à Nivelles, elle fut championne de Belgique de 300 mètres haies, une athlète de haut niveau. L'autre est née aux États-Unis et a une formation d'ingénieur civil de haut niveau lui aussi. Qu'ils et elles entrent. Nous recevons donc Gladys Kazadi, députée bruxelloise et vice-présidente des Engagés. Bienvenue à vous. Bonjour, et à vos côtés, David Pestiot, directeur politique du PTB. Et on commence par vous, David Pestiot. Quelle est la ligne du PTB par rapport aux moyens éventuels à donner à la police, que ce soit les moyens financiers et les moyens juridiques? Je pense que d'abord, on doit s'attaquer à la source. C'est quand même un grand problème, on l'a déjà évoqué, mais le fait que le port d'Anvers est la porte d'entrée de la drogue, la cocaïne en Belgique, ça veut dire qu'on doit donner les moyens là-bas. Donc on contrôle... mieux contrôler les conteneurs. Un conteneur sur 40, un conteneur sur 20 dans le meilleur des cas, parce qu'on a fait des restrictions sous le gouvernement précédent au niveau des douanes. La police judiciaire fédérale sous-financée, le fait qu'il y a des inspecteurs d'impôts qui sont pas... il n'y en a pas assez, hein, on a diminué de 500, alors qu'en fait, on le sait, si on veut s'attaquer à la source, on doit s'attaquer à l'argent. Et on doit aller regarder d'où ça vient. Donc Al Capone, il n'a pas été arrêté pour le fait qu'il était gangster, mais c'est parce qu'on l'a attrapé pour fraude fiscale. Oui. C'est un peu la même chose ici. On doit aller à la source aux gens. Donc il faut mettre plus de moyens. Beaucoup plus de moyens pour aller chercher, pour aller à la source. Sinon, de toute façon, ça, la source, on va toucher... On est d'accord que c'est la source de l'offre. Ouais. Et quand on parle de la source de la demande, est-ce qu'au niveau des consommateurs, certains bourgmestres disent il faut sanctionner aussi ceux qui consomment. D'autres disent non. Hein, je pense que ça, d'abord, c'est une addiction. Donc c'est un problème de santé publique. Donc la santé publique, on le prend par la prévention, on le prend par aussi des mesures plus générales qui fait que pourquoi les gens prennent de la drogue ou ont d'autres addictions. Parce que la drogue, c'est une des addictions, la cocaïne, c'est une des addictions qu'il y a. Et dans une grande ville comme Bruxelles, où il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans les difficultés financières, dans les difficultés aussi au niveau de la santé, c'est clair qu'il y a beaucoup de demandes aussi de s'évader, d'avoir autre chose, et donc on doit s'attaquer à ça aussi. Je suis assez d'accord, c'est un symptôme en fait, c'est un symptôme d'un mal-être, quand on voit, tout le climat est hyper anxiogène, donc on parle de la drogue, donc là c'est les drogues dures, mais il y a aussi tout ce qui est cannabis, mais il y a aussi l'alcool qui fait des ravages. Bien sûr. Je voudrais qu'on écoute aussi Gladys Kazadi là-dessus, et qu'elle nous dise aussi ce qu'elle pense, elle, sur les actions contre l'offre et les actions ou contre la demande. Cette analyse, il faut déjà la faire du point de vue des Bruxellois et Bruxelloises. Aujourd'hui, la situation est inquiétante. Les gens, aujourd'hui, ont peur de sortir. Les gens sont malades. On parlait de la question ici de la dépendance. Il faut aider les gens à sortir de cette dépendance. Donc, les mesures qui doivent être prises ne doivent pas seulement être de nature répressive, mais aussi préventive. C'est des gens malades qu'il faut aider. Et donc, au niveau des budgets aussi qui doivent être alloués, il faut qu'on retrouve un équilibre à ce niveau-là. Alors, il y a un plan qu'on nous a annoncé. On attend de voir, en tout cas, l'opérationnalisation au plus vite de ce plan. Ce qu'on regrette déjà à ce stade-ci, en tout cas nous, au niveau des engagés, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du budget. Au niveau des moyens ou d'effectifs, il manque déjà plus de 840 agents à Bruxelles. Donc voilà, il faut pouvoir agir clairement à ce niveau-là. Là, on est en fin de législature. C'est clair que ce mais il n'est pas trop tard, il y a urgence. Donc il est encore possible, les travaux parlementaires ne sont pas encore terminés, le gouvernement est encore en place. Avec la bonne volonté, il est encore possible d'agir si on saisit l'urgence. À quel niveau ? Vous parlez du niveau fédéral ? Et ou du niveau régional ? Tous les niveaux doivent pouvoir agir, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local. Aujourd'hui, tout le monde est concerné, tout le monde doit se retrouver autour de la table par rapport à cela. Il y a un bourgmestre engagé à Berkel. Effectivement, c'est Christian Lamouline. Vous êtes au conseil communal. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, au niveau communal ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des mesures qui peuvent être prises. Nous, par exemple, on est en train d'instituer une mesure qui tend à limiter le nombre de personnes qui se rassemblent, justement parce que, en fait, la question de la drogue, ici, touche maintenant tous les quartiers. C'est plus seulement la Porte de Halle,
c'est que ça touche tout le monde, que tous les quartiers y sont touchés. Donc une des mesures qui vient d'être passée, éviter des points de deal, des rassemblements de plus d'un certain nombre de personnes. Il y a le nombre d'effectifs aussi qui a été augmenté au niveau de la zone du Nord-Ouest. Donc voilà, c'est des mesures qui sont prises au niveau local, mais qui doivent être complémentaires du niveau régional et du niveau fédéral. Et il ne faut pas qu'ils se renvoient la balle tous les niveaux de pouvoir confondus. Chaque niveau de pouvoir a sa responsabilité. Alors je vois que David Pestion n'est pas d'accord sur l'action locale d'interdire certains rassemblements pour éviter des points de deal. C'est temporaire, mais c'est... Mais je pense que ce sera un épiphénomène. Moi, j'habite tout près de la Porte de Halle, donc je vois ce qui s'est passé les derniers mois. Oui, il y a des dealers et des dealers qui se positionnent à certains endroits, mais ils ne sont pas en nombre. Ils sont en train de guetter. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il faut, à mon avis, une action d'une police de proximité. Si vous prenez le square Jacques Franck à la Porte de Halle, où se trouve, où il y a eu la première personne qui a été tuée. C'est un endroit où il y a 20 ans, il y avait encore un commissariat de police, il y avait une antenne de police. À cet endroit-là, il y avait une police de proximité. On a évolué dans tout Bruxelles vers une police d'intervention. C'est-à-dire qu'on intervient quand il y a un délit. On a quitté le modèle d'avoir une police de proximité où on va au contact des gens, où on sait ce qui se passe au quotidien, vers une police qui intervient comme des cow-boys, qui n'est pas là près des gens. Donc on a une police où les gens du quartier sont aussi méfiants vis-à-vis de cette police, et on doit recréer ce lien par une police de proximité. Mais les zones vous répondront qu'elles ont beaucoup de choses à faire et qu'évidemment elles ne peuvent pas être partout, elles ne peuvent pas avoir à la fois des gens en proximité. Non, mais c'est une question de financement également. C'est une question de philosophie. C'est pour ça que je dis, c'est pas simplement une question de moyens, c'est une question de une politique policière qui est différente que celle qu'on a utilisée depuis des années à Bruxelles. Là, je veux quand même dire, et de moyens également. La région ici a quand même réduit le financement de certaines communes au niveau de la prévention de proximité, dont vous êtes en train de parler. Une série de communes ont eu leur budget qui a été réduit. Vous êtes tous les deux dans l'opposition, effectivement, à la fois fédérale et régionale. Donc, juste pour être clair, on trouvera rarement quelqu'un qui dira du bien de ces deux niveaux. Non, mais voilà, donc il y a quand même aussi un enjeu, une responsabilité également de la région. Donc vous voulez dire la proximité, la région n'y croit pas? En tout cas, elle doit agir. Nous, on y croit, chez les engagés. J'entends que mon collègue également. Et donc, il faut remettre le budget à ce niveau-là également. Oui, Julie Foulon et après Yvan Van Notberg. Oui, alors pour moi, il y a eu des annonces d'augmentation du budget, mais on a l'impression que c'est un petit peu, comme on parle beaucoup de trafic de drogue, de fusillade, alors du coup on va mettre le paquet dessus, mais finalement c'est que des rustines qu'on va mettre à droite à gauche et puis les problèmes de fond ne sont pas réglés. Je suis assez d'accord avec l'histoire de la police de proximité, il y a plus ça. C'est vrai que c'est de la police qui d'intervention, et on voit aussi qu'il y a un problème au niveau de l'allocation des ressources, quand on sait que la police, la PJ de Bruxelles va travailler sur des petits dossiers alors qu'il faut concentrer les moyens sur Anvers, parce qu'on sait les trous, ils sont là, ça vient de là. Alors qu'ils vont être là en train d'enquêter sur 6 plants de cannabis qui se battent en duel dans un hangar. Il y a des trucs qui vont pas, quoi. Yvan Van Notberg. Moi, je voulais dire deux choses. D'une part, j'habite au marché au charbon et je ne connais pas mon agent de quartier. Il paraît qu'il y en a un, mais je ne le connais pas. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est, on a beaucoup parlé à un moment donné des koban qui existent au Japon, qui sont des tout petits commissariats de quartier, mais vraiment minuscules, qui connaissent tout le monde. Et même un chat perdu, ça s'affiche chez lui. C'est vraiment une police proximité, mais qui a fait ses preuves. La criminalité au Japon et celle de Bruxelles, c'est pas exactement la même. Et peut-être une réponse que l'on pourrait donner à cette police de proximité, c'est qu'aujourd'hui, la criminalité a changé aussi. Donc, la police doit changer aussi son système. Et la proximité en fait peut-être partie, mais il y a peut-être aussi d'autres moyens. Quand on parle de droit, justement, et de protéger le RGPD, la vie privée, de dire on ne peut pas décrypter, par exemple WhatsApp dont on parlait tout à l'heure. David Pestion, vous dites qu'il y a priorité à la vie privée ou priorité à l'enquête pour mettre la main sur les criminels? Je vois que si on prend le cas de Sky ICC, on le sait aujourd'hui, c'est un système qui a réussi, c'est la police elle-même qui a réussi à vendre c'est une performance technologique, d'avoir réussi à vendre et à faire croire aux grands chefs de la drogue que c'était des téléphones sûrs, et c'est comme ça qu'ils ont pu capter. Je pense que c'est inspirant sur la manière dont ils peuvent faire. Oui. Maintenant, si c'est pour prendre des mesures all around qui vont toucher tout le monde et dans lesquelles on va toucher la vie privée de tout le monde, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que les dérives sont alors très
on est très rapidement dans ces dérives. Gladys Kazadi, et il y a la question, moi c'est surtout la question de la proportionnalité des mesures qui doivent être prises. C'est ça qu'il faut pouvoir d'abord analyser. La question également de la temporalité de la mesure. Est-ce que c'est une mesure qui aurait tendance à être mise pour du bon ou bien sur un temps limité? Donc c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir se prononcer quand il s'agit de pouvoir restreindre les libertés ou bien d'agir au niveau des libertés des uns et des autres. Est-ce que vous soutenez la demande des 3 bourgmestres de la zone midi qui disent allez, que le fédéral s'occupe de forêts nationales, des matchs de foot, du transport des prisonniers, des manifs, et nous, on va s'occuper de la drogue? Est-ce que vous diriez qu'on devrait faire la même chose dans la zone nord-ouest? Le rôle d'un bourgmestre, c'est d'avoir une vue sur tout ce qui se passe au sein de son territoire. Oui, mais s'il n'a pas assez de policiers. Et donc c'est pour ça qu'il faut un renforcement. Il faut un renforcement. Donc la réponse n'est pas de dire qu'on renvoie tout au fédéral. La réponse est de dire donnez-nous les moyens au niveau local pour pouvoir agir correctement, que ce soit de manière active ou préventive. Et si les moyens ne sont pas donnés, alors oui, alors on passe au niveau fédéral. Mais idéalement, c'est de d'abord débloquer les budgets. Certains parlent même d'envoyer l'armée. David Pestiot. Alors quelle est la bonne solution? Pas du tout. Pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure sur la police de proximité, quand on a eu la réforme des polices, on a donné aux zones de police des fonctions de maintien de l'ordre, puisque avant c'était occupé par la gendarmerie. Donc à partir de là, on a donné l'accent sur la police d'intervention et pas sur la police de proximité. Et donc je crois qu'il faut avoir une police de proximité d'un côté, et puis il faut avoir une police d'intervention au niveau de la région. Vous voulez recréer une gendarmerie bruxelloise? Non, pas une gendarmerie bruxelloise. Je pense qu'il faut avoir des corps qui sont associés à cet aspect-là. Mais par rapport à cette demande dont je parlais, qui est vraiment très ponctuelle... Oui, ça peut être ponctuellement, ça peut résoudre ponctuellement le problème, mais comme on l'a dit, c'est un problème structurel. Quand vous avez de la drogue qui vient avec une telle force sur le marché, vous allez devoir avoir une lutte qui va pas se dérouler sur 3 mois, sinon vous allez simplement déplacer le problème. Si demain on intervient dans mon quartier de la Porte de Halle et qu'on fait comme on a fait avec la gare du Midi, c'est-à-dire qu'on a chassé des gens pour les déplacer de 500 mètres pour arriver à la Porte de Halle et qu'on va les déplacer plus loin à la place Maurichard ou je sais pas où, ou à Berkem-Saint-Agathe, on n'aura rien résolu, on aura juste déplacé le problème. Donc on doit avoir une prise en main structurelle. On passe à notre deuxième sujet, on va parler des travaux qui se multiplient à Bruxelles, parce qu'on en a déjà parlé très très souvent. Printemps et élections obligent, c'est vraiment la période des travaux. Mais les travaux se multiplient aussi aux frontières de la région, et les conséquences touchent alors les 19 communes. Alors, il y a le viaduc de Vilvoorde, il y a le pont de Bouddha, il y a l'élargissement du Ring, mais penchons-nous cette fois-ci sur les travaux des 4 bras et de leurs conséquences à Ouderghem avec ce reportage de Thomas Dufrane et Loïc Bourlard. Il n'est que 14h, mais la circulation est déjà bien dense. Et ici, nous sommes à quasi 5 km du carrefour Léonard, au cœur d'Ouderghem. Des travaux menés de longue date. À cela s'ajoute le gros chantier flamand annoncé beaucoup plus récemment. Résultat, le trafic déborde des axes structurants dans les quartiers résidentiels. On a été contacté par énormément de riverains depuis ce matin liés à la situation. C'est très compliqué, nous, en tant que commune, d'interagir sur ce type de travaux. On va essayer de voir si on peut prendre contact avec les opérateurs et les applications GPS pour essayer d'orienter vers les gros axes et pas d'orienter vers des petites rues de quartier. Des files interminables en heure de pointe, la patience des automobilistes mise à rude épreuve avec à la clé quelques comportements dangereux. On a contacté les policiers et la zone de police d'Ouderghem qui vont être présents sur le terrain dès demain matin, là où on a constaté des comportements dangereux, donc majoritairement dans le quartier Sainte-Anne, pour essayer de sensibiliser et de verbaliser quand il le faudra des demi-tours en pleine chaussée qui sont extrêmement dangereuses pour la circulation. Autre commune, même problème, la limite entre la Flandre et Woluwe-Saint-Pierre, déjà à l'arrêt en milieu d'après-midi. C'est aussi la commune a fait appel aux opérateurs GPS pour renvoyer la circulation sur les grands axes. De manière générale, la Flandre est pointée du doigt sur un manque de concertation, mais Bruxelles Mobilité tempère. En général, on se concerte effectivement Bruxelles, Wallonie, Flandre, notamment via nos centres de gestion de la mobilité. Mais ici, voilà, c'est surtout le problème qu'on a le ring qui est complètement congestionné de Zaventem vers Waterloo au niveau du carrefour Léonard et qui n'a pas des masses de déviations possibles. Il faudra donc faire preuve de patience pour les automobilistes et pour les riverains. Fin de ce chantier prévu d'ici octobre. Kazadi, on le voit, il y a des problèmes un peu partout. Alors, notamment dans le nord-ouest, dans votre zone, il y a les travaux du Ring, il y a plein de travaux aussi. Il y a des problèmes frontaliers au niveau des travaux chez vous?
Oui, il y a des problèmes frontaliers, mais il faut donc regarder ce qui est fondamental pour nous. C'est des combats d'ailleurs qui sont menés par nos bourgmestres engagés du Nord-Ouest, Jean-Claire Van de Vivereux, Jean-Paul Van Nettem et Christian Lamouline. Ce qui est important pour nous, c'est la qualité de vie et le bien-être des citoyens et citoyennes. Et à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on n'entend pas ce qui est en train d'être dit par les citoyens. Il y a des pétitions qui ont été menées. Nos bourgmestres se sont également levés. Oui, alors maintenant, ils sont autour de la table. Qu'est-ce qu'on a à dire quand c'est la région flamande qui fait les travaux? Mais il faut pouvoir se concerter, en fait, pouvoir accepter d'être autour de la table avec tout le monde pour pouvoir entendre les revendications qui sont portées. Là, aujourd'hui, il y a un problème qui fait que, notamment au niveau environnemental, nous, c'est également un gros sujet qui nous préoccupe. La pollution, elle va arriver davantage avec les reports qui vont arriver sur nos communes et sur nos quartiers de manière quand même assez dense. On demande qu'il y ait un rééquilibrage à ce niveau-là et on demande à être entendu. Donc maintenant, les bourgmestres sont autour de la table depuis peu. Donc on espère qu'on va pouvoir être entendu. Les permis d'urbanisme n'ont pas encore été lancés pour ce qui est en tout cas des élargissements de ring au niveau du nord-ouest de Bruxelles. Mais donc, c'est dans cette dynamique que vous prévenez des travaux qui ont lieu à Bruxelles? Est-ce que vous prévenez les Flamands, par exemple? Quand ça touche à Dilbeek, donc nous à Berchem-Saint-Agathe, on a Dilbeek à la frontière de Dilbeek, les riverains des alentours reçoivent une communication, donc du quartier aux alentours où les travaux vont se faire, reçoivent une communication pour indiquer que des travaux vont se faire. C'est ce qu'on appelle David Pestiot, est-ce que discuter et se concerter avec. Est-ce que la région bruxelloise est le bon élève et les Flamands et les Wallons les mauvais? Bon, je pense que tout le monde, tous les téléspectateurs constateront que les problèmes des travaux à Bruxelles n'ont pas besoin de la région flamande et la région wallonne. Non, mais parlons des problèmes avec les travaux. Mais non, mais ça, on en parle très souvent et on en parlera peut-être encore. Mais sur l'aspect transfrontalier, c'est quand même très transfrontalier, spécifique. c'est déjà absurde que ce soit transfrontalier, parce que nous, on n'a jamais été partisans, contrairement aux partis traditionnels dont les engagés, d'avoir régionalisé la mobilité, certainement la mobilité dans et autour de Bruxelles. On voit que c'est absurde, puisque on a une limitation politique aux 19 communes, mais en réalité, la région bruxelloise, d'un point de vue sociologique, économique, elle est beaucoup plus large. Est-ce que vous voudriez d'une région bruxelloise 35 communes, comme on a dit à un moment donné? Non, je ne vais pas réouvrir ce dossier communautaire. Je dis simplement que le problème de la mobilité... Vous êtes un parti national, c'est facile pour vous c'est un problème, bien sûr. Hein? Nous, on est pour le fait que la politique de mobilité dans et autour de Bruxelles soit prise en main d'un point de vue national. Ça nous paraît évident parce qu'on est avec des axes, tout le monde qui va aller sur le ring de Bruxelles le constate. On a à un moment donné, on fait du 120 parce qu'on est en Flandre, puis du 100 parce qu'on est à Bruxelles. Flandre, c'est plutôt 100. C'est 100, oui. Bon, on s'y retrouve même plus. Donc, en fonction de la région qu'on traverse, on se retrouve devant des limitations différentes. Et évidemment, la politique de la région flamande, avec l'élargissement du ring, c'est en fonction d'un trafic de transit. La politique de la région bruxelloise, ce serait de limiter. Donc, il faudrait quand même... quelle est la bonne solution? Il faut limiter le transit Je constate simplement qu'en Belgique, c'est toujours la même chose. On a des problèmes, on divise, et après, on se rend compte qu'on doit se concerter pour quand même devoir le faire ensemble. Donc, on ne devrait pas se diviser. Avant, c'était national, et on avait l'impression... à cette époque-là, c'était l'État CVP qui décidait, et les Bruxellois se sont dit nous, on aimerait bien avoir notre mot à dire. Est-ce que la solution, c'est de revenir à un État qui dépendrait demain de la NVA ou du Vlaams-Belang? Non, pas du tout. Je pense qu'on doit avoir d'abord une politique. Moi, je suis contre le séparatisme. Je suis dans un parti unitaire, donc. Oui, mais dans un cadre unitaire. Dans un cadre unitaire, on doit savoir que Bruxelles est le cœur du deuxième pôle économique de Belgique, donc où il y a tout un hinterland autour de Bruxelles, où il y a une activité économique et où on devrait penser la mobilité, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, d'une manière commune, parce que Vilvoorde, c'est Schaerbeek Nord aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a aucune limitation réelle. Tout ça, c'est absurde. On invitera le bourgmestre de Vilvoorde et on lui demandera s'il se sent à Schaerbeek. Mais parce que je veux dire, entre le rêve et la réalité, il y a aussi peut-être une difficulté. Mais bon, ça fait partie des programmes électoraux. Ça fait partie du fait qu'on devrait avoir une mobilité au point de vue qui devrait être refédéralisée sur un certain nombre de points. Yvan Van Notberg. Mais moi, je voudrais rappeler que la dernière réforme de l'État a prévu la création d'un comité de concertation avec Bruxelles, la Flandre et la Wallonie, et que ce comité ne s'est jamais réuni, parce que les Bruxellois pensent que ça va donner l'occasion aux Flamands de se mêler de nos affaires, et les Flamands estiment que ça va donner l'occasion aux Bruxellois de faire une 20e commune à Vilvoorde. Et donc, ça ne s'est jamais fait, alors qu'il y a un ministre wallon et un ministre flamand qui était en charge pendant 5 ans, quand même, de mettre ça au point, mais il n'y a rien.
Oui. Et puis, il y a eu l'idée de Smart Move a encore plus empêché que ça se tienne, puisque là, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ça. Oui. Là aussi, quand on dit, par exemple, que les Bruxellois souffrent de décisions malheureuses pour nous prises en Flandre, le contraire est vrai aussi. Les Flamands se plaignent aussi de Good Move, par exemple, qui les empêche de rentrer comme ils veulent. Du transit, on a dit, c'est la différence. Oui. Alors, vous, je sais, Julie Foulon, vous ne supportez pas les travaux tout court. Ah ben non, et moi, où qu'il soit. Hein. Ah ben moi, je pense vous n'êtes pas la seule. En Belgique et à Bruxelles, on adore les travaux et on adore justement ne pas pouvoir bouger comme on veut. On le voit bien dans le bois de la Cambre, les cyclistes, il y a un gros carambolage, les voitures n'arrivent pas à bouger. On lance des chantiers partout. Moi, je vois le rond-point Schumann. Non mais sérieux, quoi. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des travaux. Il n'y a même pas de travailleurs dessus. On va faire un beau rond-point Schumann. On ne comprend pas. Mais ça n'a ni qu'une tête. Et faire encore des communautés de concertation, ça n'a aucun sens. Moi qui viens de France, je suis désolée, mais la Belgique, c'est quand même pas très grand. Je ne comprends pas que ce soit pas au niveau national, la mobilité. Et ça concerne tout le monde. Et puis surtout, toujours les petites guéguerres. Alors oui, mais vous, les voitures, vous êtes méchants. Alors on met les gens en confrontation et on veut qu'ils se tapent dessus, alors que si on arrivait à régler ce problème de mobilité, si on arrivait à mieux gérer les plannings des travaux, et ben les Bruxellois, ils s'en porteraient mieux et peut-être qu'ils tomberaient pas dans la consommation de drogue comme dans le premier sujet. À Paris, ça se passe mieux. Mais à Paris, ça se passe mieux. Alors, à Paris, c'est une catastrophe. Ah bon, voilà. C'est une catastrophe. Et pourtant, c'est bien géré nationalement. Alors non, c'est très 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 mal géré depuis 10 ans grâce à notre maire Anne Hidalgo, qui est une catastrophe. Bon, alors, on va passer à notre tête d'affiche. Je vous propose à tous les deux, David Pestiot et Gladys Casady, des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une, et en bien ou en mal. Gladys Casady, on commence par vous. Okay. Tout d'abord, Loana Hendricks, au top du patinage mondial, sportive, ou Drieux Godfriedi, le polémiste candidat wallon de la NVA, ou encore Olivier Riedweger de Moor, le syndicaliste à la STIB, candidat PTB, ou l'ex-président Barack Obama, qui est venu en visite notamment au Palais cette semaine. Qui choisissez-vous, Loana, Drieux, Olivier ou Barack? Pour moi, ce sera Loana Hendricks, parce que quand on parle de femmes et de sport, fatalement, ça me parle un petit peu plus. Et puis, c'est une grande championne. Et donc, elle permet également de valoriser la Belgique à travers la compétition, donc elle sans hésiter. Et il y a aussi une patineuse bruxelloise dont on parle aussi de temps en temps, qui n'est pas loin derrière elle, mais bon, la championne, c'est encore pour l'instant Loana Hendricks. Évidemment, je posais une petite question sur Olivier Riedweger de Moor. Oliver. On a l'impression que ce syndicaliste, c'est un peu le candidat anti-Andichy, non? Non, parce que il était prévu d'être sur les listes déjà depuis plusieurs mois, bien avant le départ de. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui travaille sur les questions de mobilité. Il a été délégué syndical pendant 17 ans. Donc on l'a souvent vu sur les antennes de BX. Voilà, il connaît très très bien la situation du transport en commun et ça correspond un peu à ce qu'a toujours voulu faire le PTB, c'est-à-dire avoir des gens qui sont sur le terrain, qui sont sur les listes et qui viennent du monde du travail. On en reparlera. Mais je voudrais peut-être revenir sur Drieux Godfriedi, parce qu'il y a eu 2 dessins dans la presse qui étaient très très drôles, et je voudrais vous les montrer. Le premier, c'est celui de Frédéric Dubus, qui l'a évoqué dans la DH et dans la Libre. Bon, Bardewever dit à Georges-Louis Boucher, on ouvre une petite succursale en Wallonie. Les 2 maisons sont délabrées, et on voit des candidats NVA affairés à placer un panneau NWA, donc pour la Wallonie, des ballons et un bureau où il est noté Hier spricht man Franz, ici on parle français. Voilà. Et le deuxième dessin, c'est celui de Nicolas Vado dans l'Écho. Et là, c'est 20 mars 15h, c'est la conférence de presse. De Wever dit « Cher Wallon, voici notre candidat NVA ». Drieux Godfriedi lance « Au boulot, feignasse », s'adressant aux Wallons. Et Théo Franken d'ajouter « Et désolé d'interrompre votre sieste ». Voilà. Bon, on peut en rire, mais la NVA a décidé de se présenter en Wallonie pour augmenter, évidemment, la possibilité d'obtenir du financement électoral. C'est ça. C'est quand même le surréalisme à la belge. Hein. Parce que quand même, un parti séparatiste dont l'article premier, c'est l'indépendance de la Flandre, va se présenter en Wallonie. Il n'y a qu'en Belgique qu'on fait ça. Hein. Y a aussi le Parti national écossais ne va pas se présenter au Pays de Galles. Hein. Mais des Bruxellois ont déjà voté, même dans le collège ont déjà changé de collège pour voter pour la NVA à Bruxelles. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ici, on a gagné. Aux prochaines élections, peut-être que certains Bruxellois feraient bien de voter pour la NVA pour ne pas avoir le blam-belang dans le gouvernement.
Ça, c'est une stratégie pure d'Ivan Van den Berg. Voilà. C'est déposé. Hein, c'est une marque déposée. J'assume. Alors, David Pestiot, je vais vous proposer 4 autres personnes. Tout d'abord, Jasper Philipsen, sprinter victorieux à Milan-San Remo le week-end dernier. Valentine Deloire, qui a dépassé le plafond des rémunérations publiques. Michael Vossart, en rupture de défi. Et Olivier Minguin, en retrait de défi. Alors, qui choisissez-vous? Je dirais Philipsen parce que c'est un sportif. Hein. Comme Gladys Kazadi. Moi, je suis pour l'unité de la Belgique, donc je suis We Are One. Donc oui, évidemment, ça me rend toujours heureux quand je vois des sportifs gagner et porter les couleurs. D'ailleurs, les sportifs disent toujours que les gens à l'étranger ne connaissent que la Belgique et pas région, Flandre, Wallonie, etc. Donc ils sont très très loin des guéguerres communautaires. Un petit mot sur Défi, Gladys Kazadi, parce qu'on avait parlé à un moment donné d'un rapprochement entre les engagés et Défi. Ce qui se passe à Défi, est-ce que c'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour les engagés? Nous, on se concentre chez les engagés sur notre projet de société et la vision que l'on porte. Alors effectivement, il y a eu des discussions avec des filles qui n'ont pas abouti. On a avancé. On est en train d'être focalisé sur notre projet, sur le programme électoral qu'on est en train de défendre. De voilà, ce n'est plus notre problème. En tout cas, ce n'est pas un problème des engagés. Ouais. Mais Michael Vossart pourrait arriver sur vos listes, puisqu'il a déclaré qu'il était indépendant. Alors, on ne sait pas encore s'il va se présenter. Michael Vossart a indiqué qu'il était indépendant. Alors, il arrive que des gens décident de quitter un parti parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, que ce soit en termes de conviction ou pour des dynamiques internes. Bon, c'est arrivé chez vous. Voilà, effectivement. Mais donc, c'est pour ça que je le dis également. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est que c'est l'image qui est renvoyée avec tous ces départs. Au Parlement bruxellois, on a quand même eu 10 départs. Durant toute la législature. Donc, je regrette un peu l'image qui est renvoyée vis-à-vis du citoyen. Alors, nous, chez les engagés, et donc il y a même un texte qui a été déposé par l'entremise de Céline Frémaux au Parlement bruxellois, par respect pour les électeurs, quand on décide de quitter un parti, ce qu'on peut comprendre, on demande qu'on puisse siéger comme indépendant et donc pas aller dans un autre parti pendant la législature. Donc je trouve que c'est une question de respect de la démocratie et du vote des électeurs. On en parlera tout à l'heure de ça. 5 infos qui vous ont ravi ou énervé tous les deux. Et on va commencer par vous, David Pestiot. Tout d'abord, Poutine reparti pour 12 ans à la présidence de la Fédération de Russie. La réunion pro-nucléaire qui a eu lieu à Bruxelles cette semaine. 62 degrés à Rio, 2024 sera-t-elle l'année la plus chaude? L'Union champion et le REDM lanterne rouge. Et enfin, la salle de prière découverte au campus Erasme de l'ULB. Que choisissez-vous de commenter? Union champion, bien sûr. Je suis supporter de l'Union, donc ça me réjouit qu'ils sont en tout cas... ils ne sont pas encore champions, là. Ils sont champions de la phase classique. Oui, voilà, ça veut dire rien du tout. Donc on verra bien. On verra bien à l'issue des playoffs. Et je crois que c'est une belle aventure qui se fait. Après, c'est dommage pour le REDM. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir. Et qu'ils ne descendront pas. Qu'ils ne descendront pas, non. Et vous, Gladys Kazadis, qu'est-ce que vous choisissez comme info à commenter? Évidemment pas l'Union champion. Oui. Une info internationale, celle de Poutine, qui est reparti pour encore un petit temps. Alors situation que, à titre personnel, donc je regrette. On sait que les droits sont bafoués. Et donc ici, on va certainement continuer à être dans cette dynamique et je le regrette fortement. Pour vous, c'était une élection démocratique en Russie ? Je ne pense pas que l'élection ait été démocratique. Le score, moi, me semble quand même un peu faramineux en termes de... 87 et quelques... Oui, voilà, donc voilà, mais je n'ai pas analysé honnêtement tout le processus pour vraiment me prononcer. Mais voilà, en tout cas, le score pose question. Et pour vous, David Pestiot, c'était des élections démocratiques ? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'on est dans un pays en guerre, hein, où la démocratie, c'est déjà un concept très relatif. Oui, mais enfin, il avait déjà été élu les fois précédentes à peu près sur le même score. Hein, ou un peu moins. Et avec moins d'opposition, avec peu d'opposition. Oui. C'est un problème, mais c'est encore plus un problème aujourd'hui dans une société militarisée. La militarisation, c'est jamais bon pour la démocratie. Alors, on va faire une spéciale PTB pour vous, David Pestiot, avec toutes des phrases qui ont été dites et qui concernent le PTB. Et vous allez tous les deux réagir, mais de manière brève. Hein. L'idée n'est pas de faire toute l'émission là-dessus. Alors, c'est une parole de Paul Magnette, président du PS, qui a dit « Il faut voter pour des partis qui prennent des responsabilités, des risques, et pas pour des couillons comme ceux du PTB. » Alors, est-ce qu'au PTB, on est des couillons ? Non, je pense que ça montre très bien que le président du PS ne veut pas mener le débat sur le fond. On lui demande depuis
des mois d'avoir un débat sur le fond. Est-ce qu'il va mener une politique de rupture ou est-ce qu'il va faire ce que le PS a fait souvent, c'est-à-dire une campagne très à gauche et une politique de statu quo et où on suit... J'avais dit bref. Voilà. Mais donc, je ne pense pas qu'avec une insulte, on rehausse le débat. C'est votre adversaire numéro 1, ça, le PS? Non. Je pense que l'adversaire numéro 1, c'est la pensée néolibérale, mais qui contamine parfois la gauche. Gladys Casadi, sur ces paroles de Paul Magnette. Les propos de Magnette ne sont pas constructifs, mais en tout cas, un point qu'il relève quand même, c'est qu'il y a des responsabilités qui doivent être prises quand on a un parti qui, normalement, a vocation à pouvoir gouverner. Et c'est vrai que dans les travaux parlementaires ici, moi quand je vois ceux au Parlement bruxellois, on n'a pas beaucoup d'initiatives, de textes qui émanent du PTB. Donc voilà, moi de manière constructive, c'est de dire, voilà, vous avez aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Sans insulte, c'est ça. Voilà, constructive. Alors, deuxième phrase, le PTB est devenu un parti de petits bourgeois intello, et ça c'est Youssef Ndichi, candidat MR. Je vais vous demander d'abord à vous, Gladys Casadi, de réagir, parce que vous avez dit un mot du Parlement bruxellois. Est-ce que pour vous, les députés bruxellois du PTB sont des petits bourgeois intello? Alors, M. Ndichi, je pense, ne parlait pas forcément des parlementaires, mais parlait plutôt de la dynamique en interne au sein du PTB et des membres qui y sont. Moi, je peux parler de David Pestiot, par exemple. Voilà, donc moi, je peux vous parler du Parlement bruxellois et pas seulement du PTB. Alors, on a un Parlement bruxellois qui, je trouve, sous cette législature, c'est quand même diversifié. On a une représentation qui ressemble davantage à celle du citoyen, intergénérationnel, des personnes de secteurs différents. Mais sur la question du PTB, je pense qui mieux que David Pestiot pour y répondre. Parole à la défense. Est-ce que vous êtes devenu petit à petit un petit bourgeois intello à la direction du PTB? Je pense que le propos de M. Ndichi sert à justifier sa reconversion professionnelle qui est devenue après une reconversion politique. Je pense qu'il a surtout changé de classe. Il était dans la classe travailleuse, il est devenu dans la classe des entrepreneurs. C'est ça qu'il a fait. Enfin, il a quand même été pendant 10 ans député aussi. Oui, ça, il a fait au moment où il défend le programme du PTB sur lequel il a été élu. Donc, par rapport à ce qui a été dit, moi je trouve que quelqu'un qui a été élu sur une liste, quand il n'est plus d'accord, il doit quitter son mandat parce qu'il a été élu sur base d'un programme d'un parti et doit céder la place aux suppléants. C'est la logique. Ce serait logique. Alors, dernière phrase, elle vient du programme du PTB. Et c'était dit par Marco Vanès, député fédéral du PTB, quand il est venu dans Bonjour Bruxelles, une taxe des millionnaires de 2% à partir de 5 millions nets de richesse. David Pestiot. C'est ça la nouvelle règle? Avant, c'était 1 million. Pourquoi vous êtes passé d'1 million à 5 millions? Oui, quand les riches ont changé Oui, mais d'abord... Il y a l'inflation. Quand on a lancé la taxe des millionnaires en 2008, il y avait 2% des ménages qui avaient 1 million d'euros. Aujourd'hui, il y a presque 10%. Donc oui, il y a eu un changement. Il y a une concentration de richesse plus forte. Et d'autre part, il y a eu aussi ce qu'on a voulu changer maintenant avec cette proposition, c'est que nous entendait souvent des gens qui disaient écoutez, j'ai hérité d'une maison, j'ai une maison à la mer, ça va faire 1 million, je vais me faire taxer, etc. On veut taxer les gens qui profitent du travail d'autrui. Pas des gens qui ont gagné de l'argent en épargnant toute leur vie et en réussissant. C'est pour 1% de la population. C'est 1%, c'est 50 000 ménages. Oui. Ok. Gladys Casadi, cette idée des taxes des millionnaires, est-ce que ça percole chez les engagés? Alors, on doit pouvoir faire contribuer les personnes... Les épaules les plus larges. Les épaules les plus larges, comme on dit. Donc, on doit pouvoir faire contribuer les épaules les plus larges. Mais il faut qu'on sorte de cette dynamique où on veut opposer les uns aux autres, en fait. Il faut pouvoir avoir un projet rassembleur avec une justice fiscale qui soit juste, où on est dans une dynamique aussi de solidarité par rapport aux personnes qui sont dans le besoin, mais aussi on puisse récompenser, en tout cas les personnes qui travaillent également, et que le travail, en fait, aujourd'hui, ne soit pas une tare. Parfois, dans certains discours, c'est l'impression qu'on peut avoir. Oui, vous vouliez répondre, David Pestiot, là-dessus? Moi, je veux bien qu'il y ait une solidarité, mais alors il faut commencer que les plus fortunés payent enfin des impôts à la hauteur de leur richesse. C'est quand même incroyable. Ils profitent du système et ils reçoivent ils ont toute une série de manières d'échapper à l'impôt aujourd'hui en Belgique. Le travail est déjà fortement fiscalisé. Mais je ne parle pas du travail, moi je parle du capital, je parle des rentiers, je parle des spéculateurs. C'est ceux-là qu'on veut viser et malheureusement beaucoup de partis commencent à dire c'est pas possible, technique, solidarité. Non, il n'y a pas de solidarité. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont beaucoup d'argent
et qui ne contribuent pas à la société, pendant qu'il y a 40% des gens à Bruxelles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est le problème. Mais je pense aussi, là, je pense à votre ancien collègue là, qui est devenu un nouveau entrepreneur, mais qui n'a pas encore, voilà, mais qui a pas dû encore payer des taxes en tant qu'entrepreneur. On en qui paye, sont super. Non, mais qui sont super fortes. Il y a ça aussi, et je pense qu'il y a des mécanismes qui pourraient être intéressants pour au niveau des cotisations salariales abaissées, pour pouvoir embaucher aussi du monde, pour pouvoir les entrepreneurs, ils créent de la valeur, ils créent de la richesse, et on voit, on est complètement étranglé. Hein. Quasiment, c'est pour 100 € de gagner, on a 65 € de taxes. Et là, ça va pas. Il y a peut-être des choses aussi là-dessus qui pourraient contribuer. Mais c'est les PME qui doivent verser beaucoup d'impôts. Les grandes multinationales échappent beaucoup à l'impôt. Alors, on va avancer quand même, parce que c'était pas un débat juste sur la taxe des millionnaires, mais bon, on en a parlé, c'est très bien, je trouve. Je voulais parler de la campagne électorale. Ça fera partie des sujets, bien sûr, mais on voit que le scrutin approche, plus que 77 fois dormir. Alors, on a beaucoup parlé de défis déjà, hein, des listes, des surprises. On parle aussi de déontologie. Alors, je voudrais un peu avoir votre avis. On va commencer par vous, Gladys Casadi. Vous êtes membre du Parlement bruxellois. On a enfin installé cette commission de déontologie. C'était difficile, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de candidats, mais là, maintenant, on l'a trouvé. Est-ce que maintenant, ça va arranger les problèmes, qu'il n'y aura plus, par exemple, de députés qui invitent des imams à prier au sein du Parlement, d'autres qui ont des dépenses publiques trop élevées? Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Alors, comme préalable, je trouve qu'il est quand même important de pouvoir déjà saluer la mise en place de cette commission de déontologie. Alors, effectivement, elle a pris du temps, mais on y est enfin arrivé. Elle est composée de 10 membres, dont des anciens députés comme Francis Delperré, par exemple, des juristes également qui sont reconnus. Elle est déjà mise en place. Donc ça aussi, il est important de pouvoir l'indiquer, notamment sur le cas d'Elwart et Cornelis. Ils ont déjà dû avancer sur ce sujet. Cette commission a commission de pouvoir remettre des avis, remettre des recommandations également. Alors vous avez donné l'exemple, par exemple, de l'imam qui est venu au Parlement. Lui, à l'invitation du député. Qui va aussi pouvoir... c'est des questions, normalement, qu'elle devrait aussi pouvoir être amenée à traiter également. Et donc, je trouve que c'est aussi important en termes de démocratie et de transparence aussi vis-à-vis du citoyen. On sait qu'il y a une défiance de plus en plus forte des citoyens vis-à-vis du politique. Je trouve que la mise en place de cette commission de déontologie va dans le bon sens. Alors, elle ne va peut-être pas tout résoudre, mais en tout cas, elle va dans le bon sens et permet d'être plus éthique sur les questions. Parce qu'on voit que les règles sont claires, mais parfois, l'éthique et la morale, David Pestios, c'est parfois plus difficile. C'est utile, une commission de la déontologie ? Je pense qu'on peut avoir une commission de déontologie. Le problème qu'on a eu maintenant avec le cas de Madame Delwart ou le cas du chef de cabinet de Sven Gatz, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des règles, parce que, oui, les règles sont peut-être pas claires, mais il y a des règles qui sont scandaleuses. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur est à la fois chef de cabinet CPS et gagne plus que le Premier ministre. D'accord. On est quand même devant un truc de fou. Je veux dire, on est devant des règles où on dit oui, ce sera 190 000 maximum. Mais ça veut dire que la règle est mal faite. Mais il y avait un autre règlement qui fait que c'était seulement 50%. David Pestios, ça veut dire que la règle est mal faite. La règle est très mal faite et c'est pas une question de déontologie. Nous, on propose au PTB de diminuer de moitié le salaire des députés parce qu'on pense qu'il est trop élevé par rapport à la situation de Bruxelles, que ça fait des gens, je ne parle pas de personnes, je parle de système, des gens qui vivent trop au-dessus de la situation des gens. Est-ce que c'est pas un peu démagogique de dire ça? Non, c'est pas démagogique parce que nous le faisons. Nous le faisons. Excusez-moi, mais l'argent, il va de toute façon au PTB. Hein. Oui, donc mais si vous personnellement, vous avez moins d'argent. Nous demandons dans tous les parlements, nous avons demandé dans tous les parlements, nous avons soumis au vote la diminution de moitié des salaires. Et nous le réalisons nous-mêmes. C'est pas simplement une question financière. Le PTB reçoit l'argent. Oui, et vous l'utilisez pour faire de la publicité, par exemple. Mais ce n'est pas seulement une question. C'est pas seulement une question financière. C'est une question de principe, là. C'est une question c'est une question d'attitude. Quand vous avez une ville où il y a 40% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et que vous avez des parlementaires qui gagnent 6 000 € net, et qu'en plus on apprend que le chef de cabinet d'un des ministres de la région bruxelloise
et qui est en même temps président du CPS, bon, c'est un truc incroyable, donc il doit s'occuper de la lutte contre la pauvreté, gagne plus que le Premier ministre. 290 000 euros. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des trucs qui sont complètement aberrants, et on le voit bien là en Wallonie avec le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, qui gagne 410 000 euros par an. C'est plus que Biden et c'est plus que Macron, et qui va allouer un jour et demi à gérer la ville de Charleroi, qui quand même, bon, voilà. Et du coup, mais ça pose un vrai problème, et malheureusement, le fait de faire ça crée un problème de confiance. Parce que nous, les citoyens, on est là, on doit travailler dur, on est taxé, on a des problèmes de mobilité, et il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas. Gladys Casadi, est-ce que ce ne serait pas plus simple d'avoir un décumul général, peut-être? Ça permettrait qu'il n'y ait pas ces abus. Alors nous, on est plus en faveur d'un décumul financier. On pose effectivement qu'il faut mais qui comprend tous les revenus, alors? Non, un décumul financier. Donc si on a 2 mandats ou 3 mandats, qu'on n'ait qu'un seul salaire pour les 2 ou 3 mandats que l'on puisse avoir, et donc décumul financier à ce niveau-là, en tout cas au niveau du public. C'est pour ça qu'on trouve aussi que dans le texte qui a été déposé au Parlement bruxellois, la majorité n'a pas été suffisamment loin à notre sens. Surtout la question du décumul financier. Je voudrais revenir sur les propos de mon collègue, M. Pestiot. Je trouve le discours du PTB un peu hypocrite de dire oui, on demande de couper les salaires par moitié. Si les salaires revenaient vers des associations ou des structures de ce type, je pourrais entendre, mais les salaires, comme ça a été indiqué, reviennent vers vous. Donc, in fine, tu fais un travail de terrain. Je trouve que on fait tous un travail de terrain. Chez les engagés, mais quand bien même, il y a un problème au niveau... Non, mais effectivement, il faut revoir un petit peu de hauteur. Et on a d'autres secteurs. Ouais. Je parlais des soins de santé, on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. C'est des secteurs indispensables, mais qui ne sont pas suffisamment valorisés financièrement. Vous trouvez normal que vous gagnez 6 500 euros pour le travail que vous faites? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Et pourquoi vous ne votez pas la proposition du PTB de diminuer de moitié? C'est ça la question qu'on pose. Nous, on ne vous demande pas de vivre au salaire que le PTB fait, c'est les salaires de travailleurs moyens. On demande de diminuer de moitié. Le salaire pour un député PTB? 2 400 euros. De 2 300 à 2 500 selon la situation familiale, net. Et ça, c'est la situation. Mais Gladys Casadi, une réponse à ça? Est-ce que vous voteriez si on proposait cette diminution de moitié? Cela doit être vu d'un point de vue plus global. Comme je l'ai dit, il faut une revalorisation de certains secteurs qui ne sont pas suffisamment valorisés. Alors si cela demande qu'on coupe au niveau de ce que reçoivent les parlementaires, moi je suis favorable à cela. C'est pas juste de dire couper une moitié pour couper les moitiés. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas. Je pense qu'il faut aller voir plus loin. Alors je laisse Yvan Vandenberg clôturer ce point. 30 secondes. Le Parlement nous coûte cher parce que les salaires sont élevés, mais les parlementaires sont-ils pas trop nombreux aussi à Bruxelles? Ah, merci. Pour une petite région comme ça, a-t-on besoin d'autant de parlementaires? Fini. Voilà, très bien. Eh bien, on va quand même parler un petit peu rapidement des soins de santé. Je voulais quand même qu'on en parle parce que cette semaine, il y a eu à la fois une manifestation des infirmiers qui demandent que leurs fonctions soient revalorisées et respectées. Et puis aussi, il y a le baromètre Solidaris qui est sorti et qui a montré très clairement que les plus précaires reportaient des soins parce qu'ils étaient trop chers. Alors là, quelles sont les solutions? David Pestiot, je vais vous demander de ne pas être trop long pour qu'on puisse avoir le temps de parler de cela. Quelle solution propose le PTB là-dessus? D'abord, nous proposons d'aller sans argent chez son médecin généraliste, le dentiste et le kiné. On voit que la médecine de première ligne, c'est décisif. Donc le fait qu'aujourd'hui des gens reportent leurs soins de santé les amène à après avoir des problèmes de santé plus graves et donc des dépenses de santé beaucoup plus importantes. Aller sans argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos maisons médicales, dans les maisons médicales où on pratique le forfait, les gens vont gratuitement. On voit que les gens ne se posent pas la question « est-ce que j'ai 10 euros aujourd'hui sur moi ?» avant de se rendre, s'ils se sentent malades. Ils y vont. Et on voit que des maladies sont détectées plus tôt, plus vite, et que les gens ne doivent pas aller dans des hôpitaux. Et donc on devrait... Non, parce que je trouve qu'il faut le faire. D'abord, je trouve que c'est un système qui doit se généraliser, la médecine... C'est la fin de la médecine libérale? Non, c'est l'économie. Ça, c'est de l'économie de la santé, en fait, de base. C'est-à-dire que si on fait de la prévention, ça nous coûtera moins cher in fine. Et ça, c'est de l'économie de la santé. Et ça vaut aussi pour les dentistes et la kiné, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, je suis désolé, mais pour aller chez un dentiste, ça devient... il y a des gens qui vous disent j'ai mis dans ma bouche l'équivalent d'une voiture, de l'achat d'une voiture. C'est pas normal. Il faut investir là-dedans. Alors, moi, je voudrais revenir. Vous avez indiqué la question des infirmières qui se sont mobilisées il y a quelques jours maintenant.
J'étais présente parce que je trouvais que c'était important de pouvoir y être. On les a applaudis durant la période Covid en saluant leur bravoure et tout le travail qu'ils étaient en train d'effectuer. On ne peut pas leur tourner le dos aujourd'hui en 2024, non seulement en ne les écoutant pas, mais en répondant pas à une série de critères, en revalorisant leur statut, que ce soit financier ou également sociétal, avec des campagnes de sensibilisation aussi qui peuvent être mises en place. Alors le projet du gouvernement de vouloir mettre en place, de créer cette fonction du métier d'assistant en soins infirmiers, c'est pas répondre au problème en fait. On n'est pas en train de. Il y a une pénurie, mais alors il faut écouter ce que le secteur est en train de demander. Le secteur n'est pas en train de demander d'avoir, désolé de le dire, des infirmiers low cost, parce qu'en plus il y a un danger au niveau de la santé. C'est pas ça qui est en train d'être demandé. Donc c'est pas une bonne réponse. Non, il faut une revalorisation. Salariale comme on est en train de demander et une revalorisation également. On est en train d'importer des infirmiers des autres pays comme solution. Donc il y a clairement une pénurie. Donc il y a une pénurie, mais il y a aussi, donc c'est aussi la question, il y a une pénurie parce qu'on est aussi en train de dévaloriser la fonction. Aujourd'hui, une série, j'étais aussi à la manifestation et donc c'est aussi un sujet sur lequel je travaille de manière approfondie. On a une série d'étudiantes infirmières qui ne sont pas suivies correctement déjà dans le cadre de leur stage parce que les infirmiers sont pas encadrés. Oui, sont pas encadrés correctement parce que les infirmiers n'ont pas le temps. La plupart d'entre eux, quand elles terminent leurs études d'infirmiers ou d'infirmières, se dirigent vers d'autres filières parce qu'ils disent non, on ne veut pas travailler dans ces conditions, les conditions ne sont pas correctes. Donc c'est sur ces enjeux-là qu'il faut pouvoir travailler. Mais donc ça va prendre quelques temps si on le fait. Mais si on agit rapidement, non. Oui, et alors pour la réponse à la précarité qui fait qu'on ne va pas chez le dentiste, on reporte... alors nous, au niveau des engagés, l'une des propositions que l'on porte à ce niveau-là, c'est de pouvoir généraliser le système de tiers payant avec le ticket modérateur, afin que les personnes n'aient qu'à payer cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui... voilà, ça c'est moins cher, c'est pas les zéros. Oui, mais parce qu'il y a quand même des équilibres budgétaires qu'il faut pouvoir avoir, qui sont quand même importants, donc on ne donne pas des positions comme ça, il y a quand même des analyses qui doivent pouvoir être faites avant de donner des positionnements qui pourraient juste plaire les personnes à l'oreille. Alors je laisse un commentaire à chacun. Yvan Vandenberg. Très bref, après le Covid, les infirmières, après tout ce qu'elles ont fait, espéraient être revalorisées, ça n'a pas été le cas. Il y a eu le fonds blouse blanche. Oui, mais on ne peut pas dire que c'était à la hauteur de ce qu'elles espéraient. Et ce que je veux surtout ajouter, c'est qu'un certain nombre d'entre elles ont quitté ce métier-là pour devenir aide-ménagères. Et avec ça, elles gagnaient presque autant qu'infirmières, mais elles ne travaillaient plus la nuit, plus les week-ends, pour s'occuper de leurs enfants, etc. Et donc, il y a eu, parmi le corps infirmier, une série de gens qui sont partis vers des professions moins valorisées, mais qui, pour finir, leur donnent une vie plus confortable. Donc, revaloriser les salaires des infirmières, c'est absolument indispensable, pas simplement l'inflation. Et revoir aussi les conditions de pénibilité. Oui. Julie Foulon. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux que des gens puissent pas se soigner parce qu'ils ont peur de pas avoir, ils ont pas assez d'argent, que des enfants puissent pas aller faire soigner leurs dents, avoir une détection d'une mauvaise vue. Ça a des conséquences, mais tellement graves. L'investissement, la santé, c'est comme l'éducation, c'est un investissement sur du long terme. Faut pas mettre des rustines. Et c'est ça qu'on est un pays développé. Et il ne faut pas justement mettre des rustines là-dessus. C'est vraiment important que tout le monde soit saigné parce qu'au final, ça va nous coûter beaucoup plus cher. On termine l'émission avec les coups de cœur. Yvan, vous vouliez nous parler d'un festival. Oui, vous parlez de l'importance de la santé. Moi, je parlerai de l'importance de l'éducation. On a beaucoup de jeunes non qualifiés à Bruxelles. Combien de temps va-t-il encore falloir pour qu'ils soient qualifiés, pour qu'ils parlent correctement une des deux langues du pays? Et ce festival-là s'appelle... 3 langues du pays. Pardon, on oublie toujours l'allemand. Oui, mais je crois qu'à Bruxelles, la troisième langue, ce serait plutôt l'anglais, mais c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce festival qui se passe au théâtre Mercelis à Ixelles, s'appelle Soif d'idéal, et ça présente des films, enfin moi j'en ai vu plusieurs, vraiment très... émouvant. C'est pas seulement en termes de pédagogie, c'est vraiment en termes de regard, d'émotion. C'est inspirant aussi. C'est très inspirant, c'est gratuit en plus, et c'est encore ce samedi toute la journée. Après ça, ce sera l'année prochaine. C'est ça. Donc ça s'appelle Soif d'idéal, comme la chanson. Voilà. Oui, et vous, Julie Foulon, vous vouliez parler d'une découverte technologique, on veut dire ça, avancée. Une avancée, parce que moi, c'est vrai que je suis fan de nouvelles technologies, je suis fan d'Elon Musk, évidemment, et du coup, sa nouvelle société Neuralink, où on voit
un tétraplégique qui arrive à jouer aux échecs grâce à son implant de cette, alors que je sais pas comment on dit, de cette puce dans le cerveau qui permet de faire avancer et de jouer aux échecs directement par la pensée. Et alors on critique beaucoup Elon Musk, mais n'empêche que toutes les semaines il envoie des fusées dans l'espace, il développe plein de sociétés. Donc je sais qu'il est très controversé, mais n'empêche, il bosse. Et quand ça bosse, ça crée des innovations. On ne parle pas de ces idées, là. Vous parlez de ces idées politiques. En tout cas, vous parlez de l'aspect entrepreneurial. Moi, je voulais vous parler d'un ministre français de la Culture. Alors, non, pas Frédéric Mitterrand, décédé jeudi, mais bien l'insubmersible Jacques Lang, dont Casterman publie une biographie en bande dessinée au travers d'un entretien avec ce visionnaire culturel, père de la fête de la musique et grand ordonnateur des rêves de François Mitterrand, l'oncle de l'autre. Formidable, c'est le titre de l'album, avec des dessins de Dorothée de Montfred, scénario de Hervé Bourris et Franck Bourgeon, une bio qui prend aussi de la distance face à son sujet, et c'est pas facile, parce que Jacques Lang n'est pas facile à interviewer. Alors, en tout cas, je vais demander peut-être à David Pestiot et à Gladys Casadi de nous donner leur coup de cœur aussi. On commence par vous, David Pestiot. Un petit conseil pour ce week-end, pour ce dimanche ? Je vous dirais que ça vous étonnera peut-être pas, mais qu'à midi, je serai avec des milliers d'autres pour manifester contre le racisme, puisque c'est la manifestation nationale à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le racisme. C'était le 21 mars, mais le dimanche c'est le dimanche d'après, donc c'est le 24 mars, et on sera là. C'est important, c'est un sujet qui évidemment nous tient particulièrement à cœur à Bruxelles. Et c'est à quel endroit ? À midi, à la gare centrale, donc à la place Albertine. Donc voilà, on vous attend tous. Vous serez là en tout cas. Et vous, Gladys Casadi, un conseil on va se retrouver au même endroit. Non, c'est pas un coup de cœur. En dehors de ça. En dehors de ça, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de frustration effectivement par rapport à la mobilisation. Ce qui est important de pouvoir se mobiliser, mais c'est parce qu'il reste du travail encore à faire pour lutter contre les discriminations raciales qui existent encore en Belgique, en Europe aussi en général. On doit continuer la mobilisation et avec tout le monde. Ça, j'insiste aussi, avec tout le monde doit pouvoir se lever. Comme pour les combats féministes, les hommes aussi doivent pouvoir se lever contre le sexisme, par exemple. Alors, un autre aspect, moi, ce dimanche, je suis maman. Moi, je vous avoue que dans le cadre de mes engagements politiques, en ce moment, avec la campagne qui arrive, j'ai pas beaucoup le temps de voir ma fille. Donc, je vais passer, après la manifestation, du temps avec ma petite fille. Et donc, je propose aussi aux personnes qui le peuvent de passer du temps avec les gens qui leur sont proches. Alors, j'ai un petit bonus. Je me rends compte, j'ai oublié de vous demander votre avis tous les deux sur le vote obligatoire des 16-18 pour les européennes. Donc, on ne s'attendait pas à ce que le Conseil constitutionnel dise qu'il fallait que ce soit obligatoire, mais ça l'est. Qu'est-ce que vous en pensez, Gladys Casadi ? Moi, c'est cet aspect de travail de manière un petit peu amateurisme, brouillon. Enfin, là, agir de cette manière avec obligatoire, puis finalement pas obligatoire, il faut s'inscrire, puis finalement il ne faut pas s'inscrire. Là, on est clairement... Oui, mais en fait, la manière dont cela a été fait, les allers-retours, pour les jeunes qui ont déjà 16 ans, ils sont déjà en train de voir les politiciens, les politiques comme des gens incompétents qui changent d'avis toutes les 5 minutes. Et moi, je regrette encore une fois cette image qui est renvoyée des politiciens par rapport à la manière dont cela a été fait. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce vote des 16 ans D'abord, moi je trouve que c'est surtout une bonne nouvelle que les jeunes de 16 ans à 17 ans vont pouvoir voter. Je trouve que c'est important. On a vu que la jeunesse a porté sur le devant de la scène aux élections passées la question du climat. Ils portent aussi le mouvement contre le racisme. Je trouve ça très bien que les nouvelles générations prennent plutôt leurs responsabilités politiques. Merci à tous, merci à toutes. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro des Experts.